Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Bienvenue dans sans doute ce qui va être la dernière vidéo de l'année 2023 sur la chaîne C'est mon avis. Je me suis dit qu'on allait terminer l'année comme on l'avait commencé. On avait commencé l'année en testant un HTC Desir 22. Cette marque HTC qui nous revient du passé, qui était à la mode il y a déjà plus de 10 ans. Eh bien, elle revient de temps en temps avec un modèle, voilà, c'est assez difficile de les trouver, ils sont pas en vente partout, mais je me suis dit que ce serait assez sympa de voir ce que ça donne, le HTC U23 Pro. C'est un smartphone qui est aux alentours de 500 €, il est sorti cet été, il est sorti il y a 6 mois à peu près. À l'époque, je l'avais pas testé, donc je me suis rattrapé, j'ai passé quelques jours en sa compagnie, et j'ai plein de choses à vous dire à son sujet, donc on se retrouve tout de suite après le jingle. Un peu plus de 10 ans séparent ces deux smartphones, puisqu'on a ici le HTC U23 et le HTC One X. Ça, c'était mon smartphone il y a plus de 10 ans maintenant. C'était très très bien à l'époque, hein. Franchement, c'était vraiment... quand je sortais mon téléphone, les gens étaient là, waouh et tout, c'était super moderne et tout. Ça marche encore, hein, il fonctionne encore. Bon, alors pour aller sur YouTube, tout ça, c'est pas évident. C'est plus vraiment les applis de notre temps. Google Maps marche encore, mais par exemple, le Google Play Store, je peux plus y aller, ça fonctionne plus. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais je voulais faire un petit rappel, voilà, pour ces deux cousins assez éloignés. C'est un peu le grand-père et le petit-fils. Donc, ce U23 Pro de chez HTC. Alors, c'est vraiment un retour dans le passé à plusieurs titres, hein. Il y a vraiment des choses où on se dit, bon, c'est sympa, mais c'est vrai que pour concurrencer voilà, correctement les modèles d'aujourd'hui, il manque encore des trucs, quoi. Bon, alors comme d'habitude, on va commencer par les choses positives, les choses que j'ai appréciées, on terminera par les choses que j'ai à lui reprocher. Concrètement, dans ces prix-là, vers les 450, 550, parce que je rappelle que son vrai prix, normalement, c'est 549 €. C'est au tarif auquel il est sorti au mois de mai dernier. Là, il a baissé, il est en promo aux alentours des 400 € avec, comme on l'a vu dans la vidéo de déballage, un chargeur sans fil offert. Mais même à 450 € avec un chargeur sans fil offert, vous trouverez sans doute mieux pour plein de choses. On va y revenir en détail. Alors, si on peut commencer par le design, alors le design, à la fois, c'est sympa parce que ça me rappelle fortement le HTC que je viens de vous montrer. En plus, je l'ai pris en blanc exprès pour faire le rappel. C'est vrai que ça fait un peu téléphone tout plastique et quelqu'un qui n'y connaît rien, si vous sortez ça, il peut penser que vous avez acheté un téléphone pas cher, genre un Redmi ou quelque chose comme ça. Ça fait un peu téléphone tout plastoc. Donc c'est vrai que dans ces tarifs-là, on peut peut-être trouver quelque chose d'un un peu plus premium au niveau du ressenti. Bon, après, sinon, c'est bien construit, hein. J'ai pas vu de détails qui m'a choqué. En tout cas, l'ergonomie est pas mauvaise, hein. Au niveau du design, le bouton de déverrouillage avec l'empreinte digitale, il tombe bien sous la main. À l'usage au quotidien, c'est plutôt agréable l'ergonomie malgré ce très grand écran qui peut être une qualité comme un défaut. Donc voilà, pour moi, au niveau du design, je trouve assez original, hein, on va mettre ça en avant. Dans les points positifs, c'est plutôt original. Ce contour d'écran à l'ancienne, pour le coup, ça me rappelle très très fortement voilà, les contours d'écran d'un modèle passé. Mais bah, c'est pareil, au moins ça se démarque. C'est pas comme tous les téléphones qu'on peut trouver aujourd'hui. Alors, il est grand, il est gros, il est lourd. On est au-dessus des 200 grammes. C'est un grand smartphone. Dans la poche, vous ne risquez pas de l'oublier. Alors, certains apprécient. C'est vrai que pour certaines choses, par exemple, pour faire de la navigation GPS, c'est un grand écran comme ça, c'est assez agréable. Mais pour d'autres usages, il y a un moment, parce que je vais y revenir après, mais au niveau logiciel, à un moment, je me suis dit, oh là, c'est un très grand téléphone, il faut le tenir à deux mains pour faire certaines choses. Donc ça peut être un inconvénient. Mais voilà, je voulais dire en premier, voilà, on parle souvent du design, il y a des petits niveaux de finition, des petits détails de finition qui sont assez sympas, ça marche plutôt bien. Il y a un rappel d'espèce de doré qui est autour des capteurs sur le bouton pour déverrouiller l'écran. Donc bon, je me suis dit, c'est pas mal, c'est quand même plutôt positif. Alors justement, on parlait de l'écran, c'est un très bel écran au niveau du ressenti, au niveau du feeling, au niveau de l'utilisation. Il est très lumineux, il est très agréable. On peut le bloquer sur 120 Hz, donc ça c'est très cool. Donc on peut le forcer à se rafraîchir à 120 fois par seconde, donc c'est très sympa. Et en plus, même avec ses contours d'écran à l'ancienne, bah, il est vraiment très grand et à l'usage au quotidien, c'est très agréable d'utiliser cet écran qui est lumineux, qui est avec des couleurs très vives, parfois peut-être un peu trop, hein. Il est peut-être réglé un peu en mode voilà. Mais c'est pas désagréable, moi j'aime bien. Alors c'est vrai qu'on va en reparler après du logiciel. Mais vu qu'on parle de l'écran, moi j'aime beaucoup ce rappel nostalgique. Ils ont même mis les widgets de l'époque, hein. Donc je vais vous montrer, mais c'était exactement les mêmes widgets à l'époque sur, sur son ancêtre.
Donc voilà, au niveau de la présentation du design de cet écran, je trouve ça plutôt positif. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, mais je voulais vous parler d'un petit truc. Souvent, depuis quelques années, un peu plus de 6 ans maintenant, bientôt 7 ans, en mai 2024, ça fera 7 ans, je vous parle souvent des diodes, des LED de notification. C'est-à-dire qu'on a des écrans OLED ou AMOLED sur lesquels on peut avoir le Always On Display, c'est le cas ici. Vous allez, si vous voyez, il y a des informations qui restent en permanence affichées sur l'écran. Ça peut être assez pratique. Alors d'ailleurs, je précise que sur ce HTC, on ne peut pas réveiller l'écran. Le téléphone en tapant, c'est pas possible, ça ne marche pas. J'ai cherché le paramètre que je n'ai pas trouvé, et on ne peut pas non plus le réveiller en le soulevant. Bon, c'est un peu pareil, c'est un peu anachronique, mais c'est pas grave. Par contre, donc du coup, ce qui est très positif, même si je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça ne compte pas du tout dans l'achat d'un smartphone aujourd'hui, mais quand on va recevoir un message, un appel, un email, ou même quand on va être en fin de batterie, on a une petite diode, une LED, qui s'allume en haut de l'écran, entre la bordure supérieure de l'écran et le châssis en plastique blanc. On a une petite LED qui va s'allumer. C'est assez pratique, c'est un peu à l'ancienne, et pour le coup, c'est exactement ce que faisait déjà HTC il y a plus de 10 ans, avec une petite diode qui était cachée dans les trous du haut-parleur en haut, et qui clignote quand la batterie est faible, qui s'allume quand vous le mettez en charge, etc. Donc je trouve ça plutôt sympa, c'est un petit rappel nostalgique, et vu que souvent je réclame des LED de notification, je me suis dit, pour une fois qu'elle est là, on va en parler, c'est chose faite. Alors aussi, quelque chose qui est de l'ordre du détail, mais pour moi qui est quand même assez important, surtout dans notre période avec des téléphones, par exemple chez Motorola, chez Xiaomi évidemment, mais chez d'autres marques qui sont bourrées d'applications publicitaires qu'on ne peut parfois pas désinstaller. Vous savez, ces applications sponsorisées, c'est-à-dire qu'il y a un développeur, un éditeur d'applications qui va venir voir le constructeur de smartphone, qui va lui donner de l'argent, et en échange, le constructeur de smartphone va préinstaller ses applis, ses jeux, et donc ça, c'est purement commercial. Et bien là, sur le HTC U23, il n'y a aucune application sponsorisée, préinstallée, il n'y avait même pas Facebook, il n'y avait rien du tout. C'est rarissime, il n'y avait que quelques applications officielles HTC, notamment HTC Vive, vous savez, c'est le casque de réalité virtuelle. Donc il y avait 4-5 applications HTC Vive, Vive machin chose, qu'on peut désinstaller, on peut supprimer. Et il ne reste que les applications Google. Donc c'est assez étonnant pour le signaler. Sur un smartphone à 500 €, c'est bien, parce que même chez Samsung, même chez d'autres marques, quand on met 500 €, souvent on a des applications sponsorisées qu'on va désinstaller si on le peut, parfois on ne peut pas les désinstaller. Donc là, il n'y a aucune application de ce genre, c'est plutôt positif. Il y a plein de petites choses d'ailleurs assez nostalgiques, hein, les sons de notification quand on reçoit un message, etc., qui sont les mêmes sons qu'on avait sur les HTC d'il y a 10 ans. Moi je trouve ça plutôt sympa, quand on allume le téléphone, c'est pareil, c'est la même musique que sur mon HTC Tattoo de 2009. Donc vous voyez, c'est pareil, c'est des petits rappels que je trouve plutôt chouette. Donc aussi, il y a un haut-parleur quand on passe un appel, quand on met de la musique, quand on écoute un podcast, quand on regarde une série, quand on joue à un jeu, il y a un haut-parleur unique. Il n'y a pas de haut-parleur stéréo, mais il est super puissant. Alors vraiment super puissant, c'est-à-dire qu'à plein volume, ce smartphone avec un haut-parleur est aussi volumineux, ça va remplir la pièce qu'un téléphone qui a un haut-parleur stéréo. Le seul inconvénient, c'est que quand vous allez jouer à un jeu ou regarder un film, le son ne sort que d'un côté, donc si vous mettez votre doigt devant, ça bouge complètement le haut-parleur. Alors aussi, il est certifié IP67, donc si vous le faites tomber dans l'eau, normalement, il n'y a pas de problème. Évidemment, il y a la 5G, j'ai testé, les débits sont plutôt bons, c'est une puce Qualcomm, donc aucun souci de ce côté. Il y a le Wi-Fi 6. L'écran est traité Gorilla Glass, donc ça, c'est très positif, il n'y a pas de protection préappliquée. Je pense que si vous achetez ce smartphone, vous allez galérer à trouver des coques et des verres d'écran, des GL compatibles. Donc c'est plutôt cool, au moins l'écran il est protégé contre les rayures. Et aussi, je voulais parler des performances qui sont très très bonnes. On a 8 Go de mémoire vive, 12 Go sur cette version d'ailleurs, hein. C'est assez flou, parce qu'en fait le modèle de base, il a donc 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Celui-ci, il a 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. Quand j'ai commandé le téléphone sur le site HTC, on ne m'a pas donné le choix entre les deux. Donc je pense que de base, ils mettent du 12 Go. Voilà. Bref, les performances sont très bonnes. Le processeur Qualcomm Snapdragon, c'est le Snapdragon 7 Gen 1. C'est un processeur qui est un peu ancien, mais qui tourne très très bien. Donc pour faire du jeu, tout ça, il n'y a pas de problème. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous partage, vous savez, le tableau de bord, c'est mon avis, une sorte de feuille Excel dans laquelle je compile toutes les données, notamment les benchmarks avec Geekbench 6. J'ai obtenu des chiffres qui sont plutôt bons sur la partie processeur, qui sont plutôt passables sur la partie puce graphique. C'est une puce graphique Adreno assez ancienne, mais pour faire tourner des jeux en 3D, ça devrait plutôt le faire. Et dans les petits détails, je voulais aussi vous parler tout à l'heure, je vous parlais du Always On Display, qui est plutôt cool,
mais il est très faible. Vous le voyez là, hein, c'est à peine lisible. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le Always On, c'est-à-dire ces informations qui restent en permanence à l'écran, mais c'est très faible. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les informations sont toujours affichées exactement au même endroit. Et sur tous les autres constructeurs, les informations du Always On Display se déplacent chaque minute pour éviter de marquer l'écran. Vous savez, les écrans OLED, AMOLED, ils se marquent assez facilement. C'est-à-dire que si vous affichez toujours les choses au même endroit, au bout d'un moment, ça va marquer l'écran. Et bien là, les informations du Always On restent tout le temps exactement, j'ai regardé au pixel près, ça ne bouge pas. C'est assez étonnant. Donc peut-être que sur le long terme, ça peut peut-être marquer l'écran. Bon, ça, je ne peux pas le tester. Et alors, on va parler enfin de l'autonomie et des photos. Vous savez que c'est les deux choses vraiment importantes aujourd'hui sur un smartphone. L'autonomie, elle est plutôt bonne. Moi, je sais que c'est facile de tenir une journée avec mon usage sur une charge de batterie. Si on fait attention, on peut peut-être même tenir 2 jours avec mon usage sur une charge de batterie, donc c'est plutôt positif. Hier, j'ai fait de la navigation voiture, des mails, des tests, des jeux, des machins, des trucs. Et à la fin de la journée, il me restait genre 20% de batterie, donc c'est plutôt positif. Alors, je vais en reparler après, mais la charge, par contre, est très lente. Mais donc, l'autonomie est plutôt bonne. Et les photos, alors comme d'habitude, sous la vidéo, je vous partage le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez aller voir par vous-même la qualité des photos que j'ai pu prendre avec ce HTC U23 Pro. Alors, les photos, ça souffle le chaud et le froid, c'est-à-dire que dans ces prix-là, il vous sera facile de trouver un téléphone qui fait de meilleures photos. Ça, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. Par exemple, à 450 € en ce moment, vous avez le Google Pixel 7a qui clairement fera de bien meilleures photos. Vous allez avoir chez Samsung des téléphones aussi dans ces prix-là qui vont faire de très très bonnes photos. Et chez d'autres constructeurs, chez Xiaomi, chez Poco, voilà. Vous allez facilement avoir des smartphones qui font de meilleures photos vers les 400 €. Les photos ne sont pas mauvaises, mais déjà d'une en selfie, j'ai eu plusieurs photos floues, ce qui est quand même rarissime de nos jours. Avec les capteurs, les 4 capteurs, donc j'ai testé évidemment le téléphoto, c'est-à-dire le zoom, j'ai testé le grand angle et j'ai testé le capteur principal 108 mégapixels. Bon voilà, c'est pas mal, mais honnêtement on a vu mieux. C'est pas très instantané, c'est vraiment le principal reproche que je fais sur la partie photo, c'est que quand on fait la photo, en fait c'est pas instantané. Vous voyez, une sorte de temps de latence qui est assez désagréable et qui peut faire des photos floues quand vous allez prendre en photo un animal ou quelqu'un qui bouge. Il y a toujours ce temps de latence comme sur les vieux téléphones justement, donc c'est un peu désagréable, c'est dommage. Donc voilà pour la partie des points positifs, des choses que j'ai à mettre à son crédit. Maintenant, on va passer du côté obscur, on va passer du côté des choses que j'ai à lui reprocher. Alors, ce HTC U23 Pro, évidemment, j'aurais aimé dire que c'est une très bonne surprise. Je dirais que c'est une bonne surprise, parce que ça aurait pu être bien pire. Il y a ce côté nostalgique, moi, qui me fait chaud au cœur, qui évidemment participe à l'impression générale du téléphone. Pour quelqu'un qui est né, on va dire, après 98, honnêtement, HTC, ça vous dira rien. Donc, il n'y aura pas ce côté nostalgique. Et bon, c'est vrai que moi, le design, j'aime bien, parce que ça me rappelle mon ancien téléphone. Et puis, bon, au quotidien, c'est pas désagréable d'utiliser ce téléphone. C'est du Android 13, c'est pas du Android 14. Il n'y a aucune information concernant une éventuelle mise à jour. Je ne pense pas que ce téléphone sera mis à jour vers Android 14. Il y a des petits bugs, il y a des petits bugs. Il y a des choses, quand on cherche bien dans les menus, il y a des choses qui sont mal traduites parfois. Par exemple, c'est tout bête, mais quand on veut redémarrer le smartphone, au lieu de marquer redémarrer, il y a marqué recommencer. Vous voyez, il y a des choses comme ça où on sent que c'est un peu de la traduction Google, quoi. Donc c'est un peu dommage, c'est un peu triste. Dans la partie logicielle aussi, quelque chose que j'ai à lui reprocher, c'est, vous voyez, ces boutons de navigation en bas, là. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur Android depuis des années, hein. Sauf que maintenant, sur quasiment toutes les interfaces Android, depuis Android 12 à peu près, on peut, vous savez, swiper comme sur un iPhone, on peut enlever ces boutons de navigation en bas, et puis faire des gestes. C'est-à-dire, on glisse vers là pour retourner en arrière, on glisse vers le haut pour retourner à l'accueil, etc. Et ça, c'est pas possible sur un HTC U23, donc c'est vraiment, c'est pareil, hein, c'est à l'ancienne. C'est-à-dire que même sur des téléphones chinois, que parfois je teste, hein, des trucs qu'on envoie pas trop cher, on peut faire les gestes. Là, on ne peut pas, on est obligé d'utiliser les boutons à l'ancienne. C'est un peu dommage, c'est un petit détail. Aussi, on peut quasiment rien paramétrer, rien personnaliser. C'est-à-dire que le tiroir d'application, là, que vous avez là, je ne peux rien changer. Je ne peux pas changer son fond, je ne peux pas virer la barre en haut des suggestions d'application, on ne peut pas la désactiver. Je ne peux pas changer l'interligne, je ne peux pas changer le nombre de colonnes de lignes dans ce menu, dans ce tiroir d'application. Donc vous voyez, ça c'est pareil, c'est vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on aura accepté ce genre de choses, mais en 2023, bientôt 2024, c'est
assez intolérable d'avoir aussi peu de possibilités de personnalisation. C'est pareil au niveau du widget. Le widget que j'aime beaucoup, qui est vraiment à l'ancienne, on peut le virer, un widget météo. Il y a d'autres widgets météo d'ailleurs très fortement inspirés de HTC, qu'on a vu sur d'autres modèles HTC d'avant. Mais on ne peut pas les paramétrer. On ne peut pas configurer le widget pour par exemple, le passer en fond transparent. Vous voyez, chose qu'on pouvait faire d'ailleurs à l'ancienne, enfin sur d'autres modèles. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'options de personnalisation qui ne sont pas présentes. On ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas paramétrer grand-chose. Quand on va dans les paramètres de l'accueil, il y a 3 pauvres... vous voyez, c'est vraiment, bon, c'est très limité, quoi. Hein. Pour un appareil à 500 €, honnêtement, c'est voilà, c'est juste. Hein. C'est limite, bon, par contre, c'est stable, c'est fluide, bon, je n'ai pas eu de problème. Bon, des mises à jour, il y avait une mise à jour dispo quand j'ai déballé l'appareil, alors heureusement, parce qu'il est sorti il y a 6 mois, donc une mise à jour en 6 mois, c'est quand même pas mal. Je suis pas sûr que ce soit le point fort d'HTC de faire des mises à jour comme ça régulièrement. Bon. Alors sinon, donc ça, oui, la charge lente, je voulais vous en parler parce que l'autonomie est plutôt bonne, et heureusement parce que la recharge, c'est une catastrophe. C'est très rare que je mesure aussi peu de rapidité de recharge, on est en dessous de 1% par minute. Vous le chargez 10 minutes avec le maximum pris en charge par le téléphone, c'est-à-dire 30 watts. Donc un chargeur 30 watts USB-C, je vous mets un lien sous la vidéo, et un câble USB qui va bien, qui prend en charge les 30 watts, on sera en dessous d'1% par minute, c'est-à-dire que vous le chargez 30 minutes, il n'aura même pas pris 30% en 30 minutes. Donc c'est vraiment long de le recharger, ça c'est un vrai gros défaut, surtout maintenant, c'est-à-dire que les concurrents chinois, Motorola, Xiaomi, Oppo, qui vous voulez, on aura des charges jusqu'à 70 watts. Chez Samsung, c'est à l'ancienne, donc ce ne sera pas beaucoup plus rapide. Chez Google aussi. Mais vous voyez, c'est vraiment... bon, ils auraient pu se rattraper de ce côté, c'est pas le cas. Quoi. Ça charge vraiment, vraiment lentement. Aussi, j'ai noté... ah oui, effectivement, dans la boîte, il n'y a aucun accessoire. Donc, il n'y a ni chargeur, ni coque fournie. Alors, le chargeur, c'est pas très grave. Un adaptateur secteur USB-C 30 watts, je vous le disais, je vous mets le lien sous la vidéo. Ça coûte quoi? 10, 15, 20 € sur Amazon. Mais bon, HTC, ils m'ont mis un chargeur sans fil offert, hein, parce que je pense qu'on leur a fait la remarque. C'est-à-dire qu'un téléphone à 500 € qui accuse autant de retard par rapport aux concurrents et qui en plus ne fournit pas d'accessoires dans la boîte, c'est un peu limite. Donc je vous ai parlé des photos qui sont voilà, passables, le logiciel qui est un peu à la bourre, voilà, les performances sont bonnes, mais c'est pas fou non plus. Il y a quand même pas mal de choses qui font que ce téléphone, voilà, aujourd'hui, il est sympa. Voilà, c'est un téléphone qui est sympathique, qui est, moi j'aime bien utiliser parce que ça me rappelle un peu ma jeunesse. Je trouve ça chouette parce que c'est très différent de tout ce qu'on va trouver sur la production actuelle. Si vraiment vous voulez vous démarquer, t'as quoi comme téléphone, Robert? Un HTC? Un quoi? Vous voyez, c'est vraiment, bon, c'est jouer la carte de l'originalité. Mais si on reste purement pragmatique et on compare ce qui est comparable, on a 500 € de budget aujourd'hui sur du téléphone Android. Même si on ne part pas sur du Android 14 avec les tout derniers modèles, on reste sur du Android 13 avec tout ce qui est sorti depuis septembre 2022, donc depuis un peu plus d'1 an, bah forcément on pourra trouver un peu mieux en photo, on pourra trouver un peu mieux en performance, on pourra trouver peut-être un téléphone qui est plus petit, qui est plus compact, on pourra trouver un téléphone avec une interface un peu plus moderne. Vous voyez, il y a des choses comme ça où, bon, c'est quand même pas foufou. Si je devais lui donner une note sur 10, on serait à 7 sur 10, parce que voilà, il y a vraiment ce côté nostalgique, et puis malgré tout, c'est un téléphone qui est complètement utilisable au quotidien. Hein. Je veux dire, quelqu'un qui achète ce téléphone, qui connaît les défauts, qui se dit, c'est pas grave, je veux un HTC, c'est utilisable au quotidien, on peut prendre des photos de ses animaux, de sa maison, de sa voiture, de je ne sais quoi, ça va marcher. Si on écoute des podcasts, ce que j'ai fait en voiture, le son est très puissant. Pour faire de la navigation avec Waze, j'ai perdu très peu de batterie, l'autonomie a l'air plutôt bonne. Si on veut faire des petits jeux de temps en temps, les performances sont plutôt bonnes, l'écran est lumineux, etc. Donc vous voyez, bon, mais c'est vraiment minimum syndical. On sent que HTC, ils ont très peu de moyens, on sent qu'ils font vraiment avec les moyens du bord. C'est dommage, je serais vraiment très très content de voir des HTC qui se bagarrent clairement avec ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché, ou alors comme font Sony et Asus, qui sont un peu comme HTC, hein, qui sont des marques qui étaient très à la mode au début d'Android vers les années, on va dire, 2010, et puis qui ont petit à petit disparu. Sony et Asus, ils font ce que HTC n'a pas fait, c'est-à-dire qu'ils restent d'actualité, ils font des téléphones très actuels, comme le Zenfone 10 qu'on a testé cette année, que j'ai adoré, qui est très différent des autres, beaucoup plus petit, beaucoup plus compact, etc. Et les Sony, comme le Xperia 10 V, qui est dans les mêmes tarifs que ce HTC. D'ailleurs, je préfère le HTC à 450 €
que le Sony Xperia 10.5, hein, d'ailleurs. Bref, mais au moins Sony, voilà, ils font quelque chose de très différent. Ils sont des petits téléphones qui sont très compacts, qui sont légers, qui, vous voyez. Bon, la HTC, le problème pour ce modèle, en tout cas, c'est que moi, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire comme ce qui se fait aujourd'hui. Un grand smartphone avec une grosse batterie, avec un grand écran. Et au final, on se retrouve avec un truc qui ressemble beaucoup quand même à du Xiaomi Redmi Note 12 ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est ça qui est un peu dérangeant. Bon, c'est pas grave, ça faisait un bon téléphone à tester pour cette fin d'année. Ce sera sans doute la dernière vidéo de l'année. Ce sera sans doute le dernier smartphone de l'année. Donc on verra, peut-être que l'année prochaine, il y aura un HTC Desir 24 ou un HTC U24. Donc on verra ce que ça donne, on verra s'ils vont évoluer dans le bon sens. Donc j'étais plutôt content de tester ce smartphone, c'est différent, ça change, c'est pas mal, hein, je veux dire, c'est assez sympa, voilà, je me suis bien amusé moi avec ce téléphone, j'étais plutôt content de le tester. Donc voilà pour cette vidéo un peu particulière, avec des choses qu'on voit pas trop, qu'on ne voit plus trop maintenant sur les téléphones de maintenant, donc c'est bien, ça aura changé, ça aura fait un petit peu ça aura bousculé nos habitudes en cette fin d'année. Moi, je vous souhaite donc une bonne année 2024, parce que d'ici quelques jours, on y sera, parce que là, on est déjà le 15 décembre, donc ça va passer très vite. Je vous remercie parce que vous avez été super nombreux à regarder nos vidéos cette année, donc c'est très cool, beaucoup de commentaires, beaucoup de partages de vidéos et tout ça, donc c'est super chouette. Merci beaucoup à toutes et à tous. On se retrouve donc en 2024 pour plein d'autres tests, j'espère. On a eu plus de 50 téléphones à tester en 2023, j'espère que ce sera pareil, voire mieux en 2024. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et encore bonne fête à toutes et à tous. Salut!